On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Pourquoi notre esprit fonctionne comme il le fait? Pourquoi est-ce qu'on a des peurs qui semblent complètement instinctives ou pourquoi une simple chanson peut nous mettre les larmes aux yeux? On va décortiquer ça ensemble en plongeant dans le livre fascinant de Steven Pinker, Comment fonctionne l'esprit, pour en extraire les idées les plus percutantes. Alors, l'idée de départ de Pinker, elle est toute simple, mais elle est vraiment puissante. Il part d'une analogie. Pour piger comment un outil fonctionne, il faut d'abord savoir à quoi il sert. C'est seulement quand on a compris le pourquoi que le comment devient limpide. Et Pinker nous propose d'appliquer exactement cette logique, qu'on appelle l'ingénierie inversée, à la machine la plus complexe qu'on connaisse, notre propre esprit. L'idée, c'est de la démonter pour retrouver sa fonction première, sa raison d'être. Et voilà la question fondamentale. C'est vraiment la clé qui peut potentiellement tout déverrouiller. C'est de là qu'il faut partir si on veut percer les secrets de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Cette approche, elle nous amène tout droit à un des plus grands mystères de la philosophie. Comment une pensée, un truc complètement immatériel, peut déclencher une action physique bien réelle? Comment est-ce qu'un simple désir peut mettre nos muscles en mouvement? Pour répondre à ça, Pinker avance la théorie computationnelle de l'esprit. Et là, ça change complètement la perspective. Fini le fantôme dans la machine. L'esprit, ce serait en fait un système qui traite de l'information. C'est l'activité du cerveau, un peu comme le logiciel qui tourne sur le matériel de l'ordinateur. On assiste à un virage à 180 degrés. D'un côté, on avait une vision un peu mystique, l'esprit comme une entité séparée du corps. Et de l'autre, une vision mécanique, où les pensées ne sont plus des choses qui flottent dans le vide, mais des calculs que le cerveau exécute pour traiter des données et agir. L'idée forte à retenir, c'est que nos pensées, ce n'est pas de la magie. C'est le résultat de processus physiques, de calculs, qui se déroulent à l'intérieur de notre crâne. Une pensée, c'est de l'information qui est en train d'être traitée. Bon, d'accord. Si l'esprit est un logiciel, la question qui vient tout de suite après, c'est qui a écrit le code? Qui est le programmeur derrière ce système incroyablement complexe qui nous permet de penser, de parler, d'aimer? Et là, la réponse de Pinker est assez déroutante. Le programmeur, ce n'est pas une entité consciente, c'est un processus. Le processus lent, aveugle, mais implacable de la sélection naturelle qui a sculpté notre esprit pendant des millions d'années. Du coup, notre esprit a été programmé pour un monde de chasseurs-cueilleurs, pour résoudre les problèmes de survie de nos lointains ancêtres. Et ça explique pourquoi pas mal de nos réactions et de nos désirs nous semblent, bizarres ou même contre-productifs dans notre monde d'aujourd'hui. Pensez à notre amour pour le sucre et le gras. C'est une bénédiction pour nos ancêtres qui cherchaient des calories. Mais pour nous, avec des fast-foods partout, c'est un vrai problème. Ou notre peur innée des serpents, alors qu'on devrait peut-être avoir plus peur des voitures. C'est exactement ça, le décalage ancestral en action. Et ça nous amène à certaines des expériences les plus géniales de la vie. Pour Pinker, des choses comme l'art ou la musique ne sont pas des adaptations en soi, mais plutôt de joyeux accidents de parcours, des produits dérivés de la complexité de notre esprit. Il les décrit comme des piratages de notre propre cerveau. L'art, la musique, l'humour, ce sont des inventions culturelles qui ont trouvé le moyen d'appuyer sur les bons boutons, d'activer les circuits de la récompense dans notre cerveau, même si, à la base, ces circuits n'étaient pas du tout faits pour ça. Prenons l'exemple de la musique. L'explication de Pinkers pourrait bien nous faire écouter nos chansons préférées d'une toute autre oreille. Pour la décrire, il utilise une formule choc, provocante, mais qui reste en tête. C'est une idée assez radicale, non? La musique serait comme une drogue qu'on s'administre par les oreilles. Elle a trouvé comment stimuler directement nos centres du plaisir, créant une expérience super intense à partir de circuits du cerveau qui, à l'origine, servaient à la survie, au langage ou à la motricité. Alors, si notre esprit est une vieille machine, pleine de piratage et de programmes anciens, qu'est-ce que ça implique pour notre perception de la réalité elle-même? L'idée finale est peut-être la plus vertigineuse de toutes. Notre esprit n'est pas une fenêtre transparente qui donne sur le monde. C'est plutôt un écran de projection. Il ne nous montre pas la réalité objective, mais une version montée, interprétée et surtout une version utile, conçue pour nous aider à survivre. C'est ce que le psychologue George Miller résume parfaitement. Ce monde réel qu'on perçoit tous les jours, avec ses couleurs, ses sons, ses objets, c'est en fait la plus grande et la plus bluffante des créations de notre cerveau. Comprendre qu'on navigue dans un monde de gratte-ciel et d'Internet avec un esprit de l'âge de pierre, ça nous laisse avec une question énorme. Maintenant qu'on commence à comprendre les plans de notre propre machine, comment peut-on mieux s'adapter et s'épanouir dans ce monde moderne que nous avons nous-mêmes créé?